Bienvenue dans le club de l'hémicycle consacré à la journée du commerce CB et j'ai le plaisir de recevoir Salim Nassur. Bonjour Salim. Bonjour. Salim, je le rappelle, expert digital, auteur et conférencier. Vous accompagnez évidemment vos clients dans la transformation digitale de leur entreprise. Aujourd'hui, cette journée du commerce CB, première journée consacrée au commerce, est-ce que vous avez entendu des attentes particulières? Quels sont pour vous les réels enjeux, en tout cas pour le commerce en France dans un premier temps? Alors, par où on commence? Par les attentes, peut-être. Alors, les attentes, en fait, déjà pour revenir sur la journée en elle-même, je trouve qu'elle est capitale. Donc, parce que la première attente, c'est de comprendre ce qui se passe. Mais voilà, Voilà. exactement. Donc, c'est une journée d'acculturation et qui est essentielle, en fait, pour se dire, OK, c'est quoi le commerce de demain? Quels sont les choix que je dois faire aujourd'hui pour pouvoir faire ce commerce de demain? Donc, rassembler tous les professionnels autour d'une journée, quoi de mieux pour se préparer à demain. Donc ça, c'est une première attente, comprendre, et notamment comprendre les évolutions. Donc on a parlé tout au long de la journée d'évolution technologique, bien sûr, mais pas que. Évolution des comportements, évolution de la géopolitique. Donc tout ça est dans un univers un peu mouvant qui, si on n'est pas informé et qu'on ne comprend pas ce qui se passe, on se sent un peu perdu. Et d'autant plus important qu'on est dans un contexte de récession économique, dans un contexte géopolitique compliqué. Donc c'est une vraie demande en fait, et c'est un vrai impératif pour gagner ce pari du commerce de demain. Non, mais clairement, c'est qu'aujourd'hui, en fait, et c'est vrai dans toutes les industries, encore plus particulièrement dans l'industrie du commerce et du retail, c'est de se dire, j'ai la tête dans le guidon, parce que le business, c'est pas simple tous les jours. Il y a eu des grosses crises, on le sait, le Covid, la guerre en Ukraine qui a aussi impacté l'approvisionnement. Enfin, il y a eu pas mal de choses qui fait que à chaque fois c'est nouveau, à chaque fois machin. On n'a pas le temps finalement de se projeter. Voilà, de se projeter, de lever un peu la tête, se poser, se regarder, ok, où est-ce qu'on veut aller et comment on va y aller. Et justement, encore une fois, avoir ce type de journée pour avoir un éclairage avec un grand nombre d'experts, il y en a eu beaucoup en fait, que ça aujourd'hui, c'est de se dire, ok, voilà, moi en tant que patron de mon business, quelle que soit sa taille, comment je me projette vers cet avenir et comment je me projette sereinement. Et on a parlé beaucoup de ça lors d'une table ronde, c'est comment je vois le verre à moitié vide ou à moitié plein. Oui, voilà, c'est une question de mentalité, vous dites. Exactement, une question d'état d'esprit. D'ouverture en fait. d'esprit. Voilà, et on en parlait avec Jean-Baptiste Djebari sur ce côté positif. Parce qu'effectivement, on adresse le futur avec de la crainte et de l'anxiété. Ça n'empêchera pas qu'il arrivera. Ou soit on le voit de façon positive. Soit on prend le train en marche, soit on ne peut pas l'arrêter en tout cas. Exactement, on s'adapte et on avance avec ça et on construit au fur et à mesure. Sachant que personne n'a toutes les réponses. En revanche, en testant un certain nombre de choses, on peut apporter des solutions qui peuvent être à la fois bien sûr intéressantes pour son commerce, mais avant tout pour le client, en fait, parce qu'in fine, c'est ça dont on parle. C'est la satisfaction client. Les comportements qui ont changé aussi, ça vous l'avez constaté. Vous avez travaillé aussi aux États-Unis, donc est-ce qu'il y a des vraies différences dans les comportements d'achat, par exemple, des clients? Est-ce que la France doit regarder ce qui se passe dans le monde? Alors oui. Voilà. Clairement, la France doit regarder ce qui se passe dans le monde. Alors ça n'empêche pas d'avoir parfois quelques spécificités françaises, mais pas tant que ça. Je dirais peut-être plus des spécificités européennes. Mais on est évidemment dans une globalisation, notamment avec le online. On sait que de plus en plus, il y a des marques comme Temu, par exemple, qui cartonnent aujourd'hui un peu partout dans le monde, ou particulièrement aux États-Unis. Moi, j'avais pris l'habitude de dire que dans le monde du retail, il faut regarder côté américain pour la technologie, donc quelles sont les technologies émergentes, qu'est-ce qui arrive, et côté Asie pour les usages. Ça n'empêche pas de regarder également ce qui se passe en Europe et aux États-Unis. Mais pourquoi l'Asie dans les usages? Parce qu'en fait, ils sont vraiment en avance sur l'utilisation de la technologie dans le retail. Pas toujours pour le bien, c'est-à-dire que parfois, certains usages, il faut surtout pas y aller, mais ça montre déjà comment, les tendances, des tendances et comment on peut évoluer à ce niveau-là, sachant que quand on reprend sur notre scope national voire européen,
on peut pas mettre tout dans une seule catégorie en fait. Donc il y aura des personnes qui aimeront toujours avoir cette proximité que l'on aime beaucoup dans le retail, c'est-à-dire être proche du commerçant et vice-versa de son client. Et d'autres qui voudront du tout online, d'autres qui voudront de l'hybride, d'autres qui voudront avoir une expérience qui est beaucoup plus enrichie. Et ça, encore une fois, en regardant des deux côtés en fait, aussi bien au côté des États-Unis qu'au niveau de l'Asie, c'est de se dire, et particulièrement de la Chine et du Japon, ok, comment ça se passe et qu'est-ce que je peux prendre d'intéressant dans ces deux-là pour le ramener et au contraire, non pas faire différemment, mais venir enrichir l'expérience française que moi je peux proposer à mes clients et qui sont de plus en plus internationales en plus. Bien sûr, avec des critères particuliers en plus, puisque le consommateur veut davantage un modèle vertueux, que ce soit dans une fluidité des paiements. Enfin voilà, il y a quand même des attentes des consommateurs qui ont changé aussi à ce niveau-là. Hein. Oui, alors après là c'est contradictoire parce que et toujours, enfin c'est assez compliqué, mais il veut que ce soit vertueux et en même temps il veut le meilleur prix. Donc, oui, ça c'est vrai. Ça c'est un critère qui reste pour l'instant. C'est ça. Et tant qu'on n'a pas réussi effectivement à réduire un petit peu les filières courtes justement pour que on arrive à avoir des prix qui puissent être compétitifs par rapport à ce qu'on pourrait avoir en Asie, etc. On est un peu dans cette injonction contradictoire qui est de je veux faire quelque chose qui soit éco-responsable, qui soit limite patriotique, et c'est pas un gros mot de le dire. Et de l'autre côté, je veux quand même le meilleur prix. Donc c'est là où il faut. Ouais, donc il y a la conscience en tout cas, mais il n'y a pas forcément l'engagement derrière qui suit. Comment est-ce que vous voyez vous le commerce de demain? C'est quoi spécifiquement selon vous? Le commerce de demain, pour moi, il commence déjà par le commerçant. C'est-à-dire que, mais ça fait des années que je le dis, donc je vais le redire, le commerçant doit comprendre que le plus important, de mon point de vue, c'est la data. Oui. Pourquoi? On va en parler de ça. Voilà, parce que cette data, ça va lui permettre de mieux connaître son client. Et donc, si à un moment on veut parler du commerce de demain, donc de nouveaux usages, donc de nouvelles technologies, si on ne comprend pas déjà ce qui se passe aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure avec Samir d'Auchan. Où il y a un développement spécifique et ils sont très en avance sur cette question. Alors, ils sont, je ne sais pas si je peux dire en avance, mais ils ont rattrapé le retard qu'ils avaient. Moi, je me souviens déjà, il y a presque 10 ans à l'époque, on parlait déjà Auchan quand j'étais chez Google. Et c'est vrai que c'est ce que je redisais tout à l'heure dans cette table ronde, c'est que je suis content que quelqu'un comme Samir soit arrivé, puisqu'il fait changer ces mentalités, qui fait que on passe d'un je dirais un environnement plutôt très conservateur qui empêche de tenter des nouvelles choses et de répondre justement aux besoins nouveaux de ses clients, qui fait qu'on a vu un certain nombre d'entreprises, non Auchan malheureusement, se déclasser au niveau mondial et de redonner cet influx justement de tester les choses, mieux comprendre ses clients et encore une fois on en revient à l'essentiel qui est la data. Et ils sont ainsi, ce que j'en disais depuis des années, sur une mine d'or. Ils sont data-driven, ce qui veut dire ils ont des tonnes de données, en fait. Voilà, piloter tout grâce à la data. L'IA va révolutionner aussi, elle est déjà là, mais est-ce qu'elle va révolutionner ce monde du commerce, selon vous? Pour moi, elle va révolutionner le monde du commerce à au moins 3 niveaux. Le premier, c'est que on en revient à la data. Si chaque retailer, et encore une fois, quelle que soit sa taille, on n'est pas obligé d'être Auchan, on peut être même le petit pâtissier du coin, connaître des récurrences. Mais pour ça, il faut être accompagné. Un petit boulanger n'a pas forcément il faut toutes être les clés. accompagné ou il faut prendre le temps sur son temps pour se former à ça. Et encore une fois, c'est pas beaucoup de temps. Moi, je me souviens, il y a près de 20 ans de ça, j'avais lancé une chaîne de pâtisserie. Je suis pas pâtissier, je suis pas dans le truc de tout. Mais j'étais déjà data-driven. Et donc, je savais très bien catégoriser la typologie de clientèle. J'avais lancé des pâtisseries à Athènes et je savais très bien que c'était des pâtisseries luxe. La semaine, c'était pour une typologie de personnes. Une typologie de personnes, en fait, qui étaient plutôt des gens qui habitaient, c'était à Kolonaki, un quartier très chic, et qui étaient des habituels, ceux qui n'avaient pas de limite dans les dépenses. Et le week-end, c'était plutôt des gens qui étaient plutôt limités sur leur porte-monnaie, mais qui au contraire venaient s'acheter une petite part de luxe. Et partant de ça, quand vous analysez en fait les comportements de chacun, vous n'avez pas proposé les mêmes produits et pas les mêmes prix. Alors, pas les mêmes prix, vous n'avez pas de discrimination, mais effectivement, vous allez sortir des produits qui soient exactement, vous allez sortir des produits qui vont être plus adaptés à telle typologie de clientèle. Et c'est en ça où je dis qu'on revient vraiment sur la data. Encore une fois, quel que soit, qu'on soit au Champ, un Carrefour, ou qu'on soit le petit pâtissier du coin, si on connaît bien ses clients, on sait lui servir la meilleure offre possible. Et après, justement, en fait, sur cette partie expérientielle, parce qu'on parle beaucoup de technologie, on parle beaucoup d'online, etc. Mais expérientielle, c'est pas que ça. Si je reprends à mon petit niveau,
L'expérientiel, c'était, on rentre dans une pâtisserie, il y a de la musique. En fait, c'est donc c'est de la musique française, parce que c'est une pâtisserie française. Oui, donc on améliore l'expérience. Voilà, on travaille sur les senteurs. Donc on travaille vraiment sur tous les sens. Et ça, moi, j'invite vraiment n'importe quel retailer à se poser la question vraiment de comment j'arrive à détecter les besoins de mes clients, à les segmenter et ensuite à offrir le bon produit au bon moment à ces personnes. Et ça, c'est ce que permet la data et c'est ce que permettra de plus en plus l'IA, puisqu'on va justement pouvoir créer des offres hyper personnalisées. Et j'en termine sur l'IA. Je pense qu'après, vous avez peut-être d'autres questions, mais sur l'IA, je le dis toujours, il faut faire... Il y a un distinguo. Il y a l'IA, celle qui est un peu plus compliquée à mettre en place, où il faut être accompagné, il faut des data scientists, il faut des data engineers, il faut des... Bref, il faut des gens qui ont fait des études pour ça. Et de l'autre côté, il y a de l'IA générative. Bien sûr. Et ça, c'est pour tout le monde. Et je ne le dirai jamais assez, qu'on soit... pas bon en maths, pas bon... enfin, c'est accessible. C'est accessible, c'est comme utiliser Word en fait. Donc à partir du moment où c'est écrit en français, on peut commencer à utiliser l'IA générative. Et là, encore une fois, les retailers, quelle que soit leur taille, je les urge à tester, à utiliser, à se rendre compte comment dans leur quotidien, quel que soit leur métier, ça va leur permettre à poser des questions, à essayer poser des questions, à inventer de nouvelles choses. Donc ça pousse aussi la créativité, ça va améliorer leur process, ça pousse la productivité. Et ça, on ne peut le faire qu'en testant, en essayant, en se plantant aussi, parce que ça fait partie du process. Ça, c'est pas très français, se planter. C'est évidemment pas français, mais bon. Mais bon, voilà, je voulais vous demander quel conseil vous donneriez justement aujourd'hui à un commerçant pour améliorer évidemment sa façon, sa relation avec le client. Vous venez de nous donner les réponses. S'intéresser à l'IA, c'est une des clés. Merci beaucoup, Salim Nassur. Merci. Merci d'avoir participé à ce club de l'hémicycle.